Bonjour à tous, nous voici donc pour le 4e chapitre du thème 2, la santé, qui va donc venir clôturer et conclure ce thème numéro 2. Et donc on parlera toujours des médicaments, mais cette fois-ci, plutôt que de l'extraction d'un médicament, on va voir comment on peut le synthétiser. Donc ça va amener à parler de réactions chimiques, de transformations chimiques, de synthèse et surtout de différentes natures de molécules. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser une synthèse? Avant de se poser la question de comment est-ce qu'on peut la réaliser, il convient de se donner quelques éléments de définition. La première définition à donner est celle des espèces chimiques qu'on dit naturelles. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une espèce chimique naturelle? Puisque finalement tout est chimique. Une espèce naturelle, c'est une espèce qui peut être extraite de la nature, comme exactement ce que l'on a fait en travaux pratiques avec l'anétol et l'anis étoilé. Le résultat que nous avions dans notre filtre à la fin était une espèce chimique naturelle. Elles sont à opposer avec les espèces chimiques synthétiques. Alors une espèce synthétique, c'est une espèce chimique qui peut exister dans la nature, mais qu'on va fabriquer au laboratoire. Par exemple, le flacon commercial que nous avions pour comparer sur la CCM si l'anétol était vrai ou pas, était une espèce chimique synthétique. Donc attention, synthétique ne veut pas dire qu'il n'existe pas, synthétique veut bien dire que ça a été fabriqué au laboratoire. C'est bien à opposer avec un troisième type d'espèces chimiques qui sont les espèces artificielles, où cette fois-ci c'est une espèce chimique que l'on va fabriquer au laboratoire, comme l'espèce synthétique, mais elle n'existe pas dans la nature, c'est l'homme qui l'a créée de toutes pièces. Quelques exemples. On peut parler par exemple de la morphine, qui est une espèce chimique naturelle, on la trouve dans la fleur de pavot, mais elle peut être aussi synthétique, elle peut être synthétisée au laboratoire, on s'en sert comme antidouleur dans les hôpitaux. Et l'aspirine par contre, qui est l'acide acétylsalicylique, elle n'existe pas dans la nature, elle est entièrement artificielle. Alors on peut utiliser des précurseurs extraits de la nature pour pouvoir synthétiser cette molécule, mais à aucun moment on ne trouve une plante qui contient de l'aspirine. Voilà la différence entre synthétique et artificielle. Un système chimique, lui, on va le définir comme l'ensemble des espèces chimiques qui vont pouvoir réagir si certaines conditions sont réunies. Donc on va opposer le système chimique avec le milieu réactionnel, qui ne sont pas la même chose, mais c'est bien le système chimique qui va réagir. C'est l'ensemble des réactifs. La synthèse en elle-même, c'est une transformation chimique qui va aboutir à l'apparition d'une nouvelle espèce chimique dont la production était recherchée. Alors il faut bien voir que dans les synthèses, il y a des espèces chimiques qui vont être principales, celles qu'on va vouloir obtenir, et des espèces chimiques qui vont être indésirables ou secondaires, donc on va chercher à se débarrasser après la synthèse. On verra ça dans les différentes étapes. Donc la synthèse se réalise dans le milieu réactionnel, c'est l'ensemble des espèces qui existent au moment de la réaction, à savoir les réactifs, mais au fur et à mesure de la réaction, des produits apparaissent, nouveaux, ils font partie du milieu réactionnel et doivent être pris en compte pour les différents calculs de température, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais il faut vraiment prendre en compte le fait que les produits apparaissent au fur et à mesure de la réaction, à côté des réactifs. Alors une synthèse comporte plusieurs étapes, elles sont au nombre de 3 principalement. En général, il y a la synthèse en elle-même, c'est la transformation chimique, c'est l'étape où la nouvelle espèce chimique apparaît, c'est là qu'on va pouvoir la modéliser, on verra ça dans le grand 2, par une équation chimique. La deuxième étape, c'est le traitement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des espèces chimiques qu'on veut garder et d'autres qu'on ne veut pas. Donc quand on va chercher à isoler une nouvelle espèce chimique du reste du système, on va faire un traitement, donc on peut soit extraire par solvant cette espèce chimique, ou bien la séparer si c'est un solide par filtration, ou encore on peut la purifier par des techniques de recristallisation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la transformation chimique est terminée, en général, on n'a pas directement l'espèce chimique qu'on voulait synthétiser, il faut faire un traitement. Après le traitement, on va chercher à identifier les espèces chimiques que l'on a extraites pour vérifier si oui ou non on a bien synthétisé la bonne espèce chimique, la bonne molécule, ou encore même si elle est pure. Donc on va utiliser toutes les techniques d'identification qu'on a étudiées précédemment, à savoir la chromatographie sur couche mince par exemple, mais aussi toutes les caractéristiques physiques comme l'indice de réfraction, la température de changement d'état, ou encore la masse volumique. On pourra aussi utiliser des caractéristiques chimiques comme les tests caractéristiques qu'on a pu voir soit en 3e, soit pour les ions au début de l'année, ou même ceux qu'on a vus au collège.
Souvent les synthèses se font dans un montage particulier qui s'appelle le montage à reflux, puisqu'il faut certaines conditions, comme je le disais tout à l'heure, pour que la réaction puisse se faire, démarre, il faut certaines conditions. Une de ces conditions qui permet d'accélérer la réaction chimique, c'est la température. En général, quand on apporte de la chaleur, quand on augmente la température, on accélère la réaction, on appelle cela un facteur cinétique. Il existe d'autres facteurs cinétiques, comme la concentration, comme des catalyseurs, vous pourrez le voir dans les années futures, mais pour nous, cette année, la température est le facteur cinétique important. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement chauffer le milieu réactionnel. Donc on chauffe le système avec un chauffe-ballon. Donc le milieu réactionnel est dans un ballon, et ce ballon est dans un chauffe-ballon qui permet d'augmenter la température. Souvent, vu que l'on chauffe à des températures qui sont supérieures aux températures d'ébullition des espèces chimiques considérées, des vapeurs vont se créer. Le milieu va rentrer en ébullition. Et pour ne perdre ni réactif ni produit, il faut recondenser ces vapeurs avec un réfrigérant, soit à eau, comme dans la distillation, soit à air. Ça va permettre que tout reste dans le milieu réactionnel. Donc l'objectif, comme je disais, il est de ne pas perdre de réactif ou de produit qui pourrait être à l'état gazeux, à la fois pour ne pas stopper la réaction, mais aussi pour, si un des produits était nocif, ne pas le perdre dans la nature directement. Voici le schéma associé. Donc on voit clairement, comme d'habitude, qu'on a une potence qui va tenir le tout, un support élévateur sur lequel il y a le chauffe-ballon. Et c'est très important d'avoir ce séparateur et ce chauffe-ballon parce que si on a besoin de déconnecter la température directement, la source de chaleur, il faut pouvoir baisser le support élévateur pour déconnecter le chauffe-ballon du ballon en lui-même qui contient le milieu réactionnel. Donc ce milieu réactionnel est chauffé et le ballon qui est tenu par une pince et une noix, les vapeurs vont monter dans ce ballon, dans cette colonne ici, ce réfrigérant qui est appelé un réfrigérant à boules puisque ce sont des petites boules qui vont permettre la recondensation des vapeurs. Effectivement, à l'extérieur, on a une entrée d'eau froide, puis une sortie. Et la circulation d'eau fait qu'à l'intérieur de ce tube vont se condenser toutes les vapeurs de produits ou de réactifs qui vont retomber dans le milieu réactionnel. Finalement, toutes les espèces chimiques montent, descendent, d'où le nom de reflux. C'est-à-dire que ça va et ça vient. Pour terminer, une synthèse, on va calculer ce qu'on appelle le rendement, puisqu'il faut savoir qu'une transformation chimique n'est pas toujours totale, elles ne vont pas toujours au bout de ce qu'on aurait pu espérer. Ça veut dire que la quantité de matière qu'on aurait pu espérer au départ, par exemple, admettons, je prévois avoir 3 moles de produit à la fin, bon, on n'a pas toujours cette quantité de matière, on peut en avoir moins. Et donc, le rendement va tout simplement indiquer dans quelle proportion s'est réalisée la transformation chimique. Est-ce que je suis allé à 100% de ce que j'aurais pu faire ou est-ce que je suis allé à moins? Donc la définition mathématique du rendement va être la suivante. Le rendement se note ρ, un petit peu comme masse volumique, mais ce n'est pas la même chose, mais c'est un rapport quand même. Ça va être la quantité de matière à l'état final, c'est-à-dire à la fin de la réaction, ce que j'ai vraiment, divisé par la quantité de matière maximum que j'aurais pu obtenir si la réaction était totale. Donc comme ce sont des moles divisés par des moles, le rendement est sans unité. Il faut bien comprendre que c'est ce que j'ai obtenu sur ce que j'aurais pu avoir. Finalement, c'est ça le rendement. Donc on va le calculer et voir que certaines réactions vont s'approcher d'une réaction totale et d'autres non. Voilà ce qui vient conclure le grand 1 sur la réalisation des synthèses de médicaments qu'on mettra en œuvre la semaine prochaine en TP. La suite, le grand 2 sur la modélisation, viendra donc en début de semaine prochaine.